Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 21 janvier 2026. On remet le couvert ce soir à l'effet de décliner quelques pans des élections législatives du 11 janvier dernier. Les résultats sont connus depuis quelques jours en arrière et chacun continue de se faire une idée de la force de frappe et du degré d'ancrage des formations politiques en compétition sur le territoire national. Si certains partis politiques sont parvenus à tirer leurs épingles du jeu en levant des sièges, d'autres se sont heurtés aux difficultés liées aux 20% par circonscription électorale. Le parti de l'opposition, les démocrates, pourtant très optimistes au départ, a finalement raté l'occasion de s'offrir les adversaires du camp présidentiel en holocauste. La victimisation, le mécontentement supposé du peuple, le refus de compromis à travers la signature d'un accord de législature et d'autres stratégies de communication mises en branle ont visiblement échoué à l'arrivée. Le parti, se réclamant énergiquement du peuple, ne sera pas représenté à l'Assemblée nationale pour le compte de cette 10e législature. Une réalité pas trop facile à digérer pour les acteurs concernés, mais une réalité également qui nous amène à poser la question de savoir ce qui n'a visiblement pas marché dans la démarche des candidats et responsables du parti Les Démocrates. Comment expliquer l'échec de ce parti de l'opposition? On en parle ce soir avec Aristide Kanoussou. Aristide Kanoussou, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab Alikpara. Bonsoir à Romuald Oumoui. Oui. Je vous dévance. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la 3. Alors, je précise, vous êtes analyste politique. Merci de vous être montré disponible. En face de vous, Romuald Oumoui. Romuald, bonsoir. Bonsoir, Wahab Alikpara. Bonsoir, Aristide. Bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors, comme je l'ai dit en introduction, les résultats des élections législatives sont connus. Tous les partis politiques sont fixés sur leur sort. Quelle lecture faites-vous, je dirais, de ces résultats? Oui, je crois que ces résultats sont le fruit de ce que nous avons tous concouru à mettre dans les urnes. Et comme j'ai coutume de le dire, nous avons eu des observateurs internationaux qui ont attesté de la crédibilité du scrutin. Et les institutions en charge des élections ont mis les bouchées doubles pour que tout incident majeur soit écarté, en dehors de ce que nous avons relevé comme retard. Donc je crois que les résultats démontrent à suffisance que les partis politiques ne se sont pas fait du cadeau, notamment ceux soutenant les actions du gouvernement, et se sont combattus véritablement sur le terrain. Ce n'était pas un jeu amical. Et donc au bout, on a l'Union progressiste Le Renouveau qui s'en sort avec 60 et l'autre avec 49. Donc c'est justement le fruit d'un combat politique âpre sur le terrain. Et on ne peut que se réjouir de la vitalité de cette action qui dessine la courbe de notre démocratie. D'accord. Comme on le dit, le Bénin a mis à l'épreuve sa démocratie le 11 janvier dernier à travers donc les élections communales et législatives. Pour les élections législatives, les résultats sont connus. Vous en faites quelle lecture? Déjà, la première lecture, c'est que les résultats que nous avons eus sont à l'image de la campagne que nous avons eue. Ah bon? Parce que quand vous voyez un peu la campagne, vous voyez, Aristide le disait, franchement, c'était une bataille sur le terrain. Vous voyez que, justement, le Bloc républicain a fait une remontée, a fait une percée dans les performances. Cela est à l'image, bien évidemment, de la campagne. J'ai suivi un peu la campagne, en tout cas dans quelques circonscriptions pour le Bloc républicain, également pour l'Union progressiste Le Renouveau. Vous voyez que le parti, les démocrates par exemple, vous voyez, il n'y a pas cette ferveur qui est attendue, bien évidemment. Et donc, il y a eu un goût d'inachevé. Et quand je vois les résultats aujourd'hui, je me dis, les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle à la suite de la Sénat sont à l'image de la campagne que nous avons eue. D'accord. Alors, il y a le parti Les Démocrates qui, cette fois-ci, pour cette 10e législature, ne serait pas représenté à l'Assemblée nationale si on s'en tient à ces résultats, puisque vous l'avez précisé, on a besoin de 109 députés à l'Assemblée nationale, 60 donc pour le parti Union progressiste Le Renouveau et 49 pour le BN, 0 donc pour les démocrates. Comment vous expliquez cet échec? D'abord, l'échec en soi sur le terrain politique n'est que le départ pour une réussite, si on prend conscience de là où on a trébuché. D'accord. Et ce que je comprends de cet échec, je pense que dans vos propos introductifs, vous avez énuméré un certain nombre de points, principalement sur le plan de la coalition, on peut le dire ainsi.
de la coalition parlementaire qui prévaut sur, le suffrage qui est exigé que les partis puissent avoir avant de pouvoir être admis au partage de sièges. On a vu que le cadre de concertation de l'opposition n'a pas quand même trouvé le juste milieu pour pouvoir s'accorder et trouver deux grands blocs qui vont à la fin signer cet accord pour pouvoir se partager les sièges à la fin. Parce que vous savez, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont pu signer un accord de coalition parlementaire, un accord de gouvernance, mais les démocrates qui s'identifient comme étant un objet volant non identifié, qui n'a pas trouvé, d'âme sœur avec qui signer un accord de coalition parlementaire, s'est vu confronté à ces difficultés à la fin. Il nous a été rapporté que dans ce cadre de concertation de l'opposition, le principal échec est venu du fait que une proposition d'un troisième bloc ou bien d'un quatrième bloc en dehors de UPBR et démocrates, un quatrième bloc qui va permettre à ce que les démocrates puissent s'allier à ce quatrième bloc. L'idée a été germée, mais ça n'a pas prospéré parce que, vous savez, l'opposition, la plus grande difficulté à laquelle elle est confrontée sous nos cieux, c'est cette difficulté de se mettre ensemble. D'accord. Et à chaque fois que l'opposition sera en difficulté de mise ensemble, c'est une règle universelle, ça ne fera que renforcer le pouvoir en place. Donc l'échec est parti de ce point-là. Et l'autre chose, vous avez évoqué la question de la communication. On a l'impression que le Parti Les Démocrates est un parti qui fait une communication beaucoup trop élitiste, qui est resté trop dans les zones urbaines et qui généralement reste dans les dénonciations au lieu d'aller souvent dans les contre-propositions structurées. On va revenir sur cette stratégie utilisée par le Parti Les Démocrates. Est-ce que vous, d'abord, vous comprenez l'échec du Parti Les Démocrates? Comme je l'ai dit, c'est un parti qui partait tout de même confiant avant les élections. Est-ce qu'à l'arrivée, vous avez compris ce qui n'a pas marché? J'avoue que ce qui a été présenté avant ces échéances majeures, on pourrait dire qu'à l'arrivée, c'est une surprise. Une surprise parce que lorsque le parti se présente comme étant quand même une formation politique populaire, et donc du peuple, on se dit que véritablement le peuple, à travers l'électorat béninois, devrait quand même être aux côtés de ce parti-là, qui s'est montré tout de même victime d'un certain nombre de situations. Ce n'est pas, en fait, je ne dis pas, ce sont les acteurs eux-mêmes qui le disent, puisqu'ils estiment qu'ils ont été exclus pour les communales, pour la présidentielle. Et donc, pour les législatives, c'est la seule échéance à laquelle ce parti participe. Donc, le peuple qui devrait donc être aux côtés du Parti Les Démocrates devrait soutenir le parti dans les urnes. À l'arrivée, nous n'avons pas eu cela, sinon ça n'a pas été suffisant. Vous comprenez? Et donc, quand vous êtes un parti qui se proclame du peuple, on devrait avoir tout de même, franchement, de meilleures performances. Mais on pourrait dire également que peut-être que les membres du parti se sont surestimés. Peut-être qu'ils se sont donné une certaine valeur qu'ils n'avaient pas exactement. Exactement. Vous voyez, peut-être, moi je le dis. Et l'autre chose, c'est qu'on s'est peut-être concentré, comme Aristide le disait, sur les zones urbaines, sur l'intellect, c'est-à-dire que la population intellectuelle, parce que lors de cette campagne électorale, moi j'ai su quelque chose. Est-ce que vous savez que il y a bon nombre de nos populations qui ne savent pas que le Parti Les Démocrates, c'est le parti de Thomas Boniaï. Il y a beaucoup qui, je le dis, puisque j'ai entendu et j'ai vécu des choses qui estiment que le parti FCBE est toujours pour Boniaï. Donc, vous voyez, quand on n'en arrive pas à déconstruire tout ceci, donc vous avez bien évidemment des électeurs qui ne pourront pas choisir. Il y a d'autres. En tout cas, ne sauront pas faire le bon choix. Exactement. Donc, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons, mais j'estime que peut-être qu'on a passé tout le temps à pouvoir dénoncer au lieu d'aller, bien évidemment, alors, Aristide Kanoussou, avant qu'on ne revienne sur la stratégie de communication, il y a un détail qui revient régulièrement avant la campagne, pendant même la campagne et aujourd'hui après les résultats, la question d'exclusion. On se dit, le parti, à tort ou à raison, que le Parti Les Démocrates a été exclu pour la présidentielle, même si on connaît les raisons que pour les communales également, le parti a été exclu. Mais est-ce que ça ne devrait pas être une raison pour quantifier cela dans les urnes, parce qu'au moins la seule élection à laquelle le parti parvient à
compétit, ce sont les élections législatives, ils devaient être récompensés à travers les urnes, non? Oui, vous savez, le Parti Les Démocrates a un quotient émotionnel immense du peuple béninois qu'il n'a pas su convertir en quotient politique durable. Et c'est là le premier faux pas. Vous savez, de façon technique, sur ce que vous avez appelé, ou ils ont appelé l'exclusion, vous convenez avec moi que quand vous acceptez les règles d'un jeu, ça veut dire que vous y allez selon ce qui a été prescrit comme règle de ces jeux-là. Et les joutes électorales que nous avons vécues le 11 janvier 2026, le Parti Les Démocrates était au fait de tout ce qui a été tracé comme loi au Bénin qui encadre cette élection-là. Et ils ont soumis leur dossier. Et un certain nombre de reproches ont été faits à leur dossier. Oui. Et vous convenez avec moi que quand vous soumettez le dossier et qu'entre vous, je pense que vous avez reçu sur ce même plateau un membre de ce parti qui disait que si jamais on ne le positionnait pas sur la liste, d'abord la liste ne va pas passer et que mieux encore, elle va faire échouer le parti à toutes les élections. Donc je veux faire allusion au député suppléant Baraka de la 8e circonscription électorale. Et donc je pense qu'à partir de ce moment où au sein même de la Sénat où il devrait déposer les dossiers, on a eu écho que ils se sont bataillés, ils se sont mordus le cou, tout ça, c'est un problème organisationnel qui prête flanc à cette exclusion à laquelle nous avons assisté. Est-ce que vous pensez que ce problème organisationnel est parvenu à décourager, je dirais, certains militants, pour ne pas dire certains sympathisants de ce parti? Naturellement, vous savez, l'opposition, notamment le Parti Les Démocrates, incarne l'espoir. Mais l'espoir seul ne suffit pas. Il faut, au-delà de cet espoir, il faut la discipline, il faut la structuration, il faut l'incarnation. Et donc, quand vous suscitez l'espoir du peuple béninois et qu'à la fin, on constate que non seulement il n'y a pas la discipline du groupe et qu'au bout, il y a une sorte de division que vous-même, vous organisez, parce que vous voulez imposer votre vision, votre ligne, vous voulez imposer un certain nombre de choses que le peuple n'approuve pas, vous convenez avec moi que cela érode la confiance de cet électeur. Et donc, à la fin, la population a commencé par se méfier de ce parti qui devrait faire du vide autour du parti, parce qu'on se dit, à la fin, qu'est-ce que nous soutenons? Et on est surpris d'un certain nombre d'actions, d'un certain nombre de décisions, d'un certain nombre de lignes qui ne cadrent pas avec ce qui a été promis. D'accord. Est-ce que, entre autres, je dirais, le bilan également du parti Les Démocrates à l'Assemblée ne pèse pas dans la balance? Parce que c'est un parti qu'on sait que pour le compte des élections, pour la campagne en tout cas de 2023, les législatives de 2023, entre autres discours, c'est la libération des détenus politiques, le retour des exilés et autres. Bref, on avait brandi cela suffisamment comme un terme de campagne, mais à l'arrivée, on a noté que ce résultat n'a pas été atteint. On n'a pas eu on n'a pas obtenu pour autant la libération des détenus politiques, on n'a pas eu les exilés supposés du parti Les Démocrates revenir. Est-ce que cela n'a pas pesé dans la balance? Non, vous savez, déjà en 2023, on devrait, je crois que ce parti ou ses membres n'avaient pas tort de proposer, de présenter cette offre-là quand même aux populations. Parce que n'oubliez pas, quand on parle de Ricky Amadougou, n'oubliez pas son poids dans ce milieu, donc dans le septentrion notamment. N'oubliez pas Joël Aïvo. Donc, c'est normal qu'on puisse présenter peut-être cette offre-là aux populations parce qu'on voudrait des suffrages. Aujourd'hui à la maison, en tout cas en 2023. Bien évidemment, en tout cas, ils n'ont pas pu parce que il y a bien de justificatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires, parce qu'ils ont demandé, ils ont déposé quand même une loi d'amnistie qui n'a pas marché, bien évidemment. Mais l'autre chose, il faut quand même avouer qu'il y a bien de raisons qui peuvent justifier quand même cette mauvaise performance. Lesquelles raisons par exemple, eux-mêmes, ils l'ont évoqué, le défaut de financement, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne l'ont pas caché, ils l'ont dit. Ils ne bénéficient pas du financement public, ils ne l'ont pas eu, et donc pour insuffisance de moyens, ils n'ont pas pu quand même prendre d'assaut toutes les circonscriptions électorales. Vous comprenez? Mais mis à part ça, il y a le retard. Parce que dans certaines circonscriptions, ils estiment que si les bureaux de vote avaient ouvert à temps, leurs électeurs, leurs militants pouvaient
allez voter. C'est l'une des... Non, ça c'est l'une des raisons évoquées, bien évidemment, par les acteurs eux-mêmes. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même un certain ancrage déjà du parti Bloc républicain. Parce que le parti Bloc républicain, c'est le seul parti qui m'a séduit à la faveur de ces élections. Franchement, oui. Parce que quand vous prenez le Bloc républicain, les partis, les fiefs, ou je pourrais dire ainsi, les fiefs qui, a priori, on pourrait dire que ce sont les fiefs des démocrates, mais le Bloc républicain a eu énormément de suffrages dans ces fiefs. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Et à un moment donné, on est parvenu, n'est-ce pas, à déconstruire ce mythe lié au parti, dit parti du peuple. Tout à fait, parce qu'il y a quand même un discours qui avait été présenté antérieurement par les membres du parti Les Démocrates. On parlait donc des paysans pour les producteurs de soja, un certain nombre de choses. Et ça a été déconstruit. Ce discours a été déconstruit par les membres du Bloc républicain. Parce qu'il y a eu ce contact déjà direct avec les électeurs. On en vient à cette stratégie de communication utilisée par le parti Les Démocrates. Vous parlez tout à l'heure dans votre développement du fait qu'on a tenu un discours un peu trop, je dirais, intellectuel dans des milieux urbains sans aller dans le fin fond. Qu'est-ce que vous voulez laisser entendre? Alors, avant d'aller à cette préoccupation que vous abordez, je voudrais rappeler qu'on tient rigueur principalement au parti Les Démocrates parce que c'est un parti qui suscite l'espoir, comme je l'ai dit tantôt. Et on lui tient rigueur déjà à partir de la dénomination du parti. On parle du parti Les Démocrates. Alors, un parti qui critique la démocratie extérieure et qui peine à pratiquer cette démocratie de l'intérieur, ça fait tiquer l'électeur et ça lui fait prendre du recul pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je dis un parti qui arrive à pratiquer la démocratie de l'intérieur, vous savez déjà à quoi je fais allusion, notamment la désignation du candidat pour la présidentielle, ce qui a fait éclater tout d'ailleurs. Donc c'est déjà un premier pas. L'autre argument sur lequel je voudrais revenir, Romia Hunwi a dit que le parti, en tout cas les leaders du parti eux-mêmes ont évoqué un manque de financement public qui justifierait leur échec, mais en 2023 ils n'ont pas eu suffisamment de moyens avant d'aller à cette élection. En tout cas, ils ne sont pas venus au Parlement avec le financement. Avec le financement. Et ils l'ont même dit, avant 2023, quand ils étaient en campagne, ils ont dit que nos électeurs n'ont besoin d'un seul, ils n'ont besoin d'aucun copec pour pouvoir voter pour eux. Et ils disent qu'ils n'ont même pas besoin d'argent. Est-ce que le contexte n'a pas changé chemin faisant? Non, aucun contexte n'a changé. Le contexte a changé. Ce n'est pas pour donner de moyens aux électeurs. C'est déjà pour les campagnes. Il y a un branding, il y a bien évidemment parcourir les circonscriptions. Il faut quand même acheter du carburant. Vous savez de quoi il s'agit. En 2023, tout cela a été fait. Bien évidemment, mais quand vous l'avez et que quand vous êtes éligible au financement et que vous ne l'avez pas, ça pose problème. Donc ce n'est toujours pas le même contexte. Ce qui a changé, c'est que à l'arrivée, ils n'ont pas tenu leurs promesses. C'est ce qui a changé fondamentalement. Mais ce que Romia Hunwi dit ne manque pas également de pertinence, c'est qu'ils se sont battus en 2023 pour avoir comme gain, n'est-ce pas, le financement public, parce que le financement public, c'est au prorata des élus obtenus à la fin. Alors, on se dit, mais pourquoi ils sont bloqués à ce niveau? Parce que, bon, ils se sont sans doute campés sur, je dirais, cet appui qui pourrait les aider au moment opportun, notamment pendant les campagnes. Voilà, vous savez, je ne m'amuserai pas, je ne m'aviserai jamais à dire que cette absence de financement est une chose normale. C'est faible dans la balance. C'est faible dans la balance selon vous. Au fait, ce que je voulais relever d'abord avant d'aller à votre préoccupation, c'est que à partir du moment où c'est institué, à partir du moment où c'est légiféré de la sorte, ils ont droit à ce financement-là. Maintenant, je ne suis pas dans les secrets, dans les confidentialités de ce qui a abouti à ce blocage-là, mais je me dis, quand on est en responsabilité face au peuple qui demande à ce que vous alliez au bout, coûte que coûte, il était de bon temps que ce parti trouve le financement de n'importe où, quitte à ce qu'à la fin, on puisse quand même trouver les moyens pour faire les campagnes comme cela se doit. Mais de toutes les façons,
on a vu quand même que la campagne a été très bien déroulée. Ils ont fait leur campagne à leur manière. Et ils ont été actifs, généralement, sur tout le terrain. Donc, pour moi, ce n'est pas le problème. On a, à la fin, le politicien a toujours les moyens de justifier son échec. D'accord. Alors, pour revenir à votre question, celle de savoir la stratégie de communication, vous savez, quand vous prenez l'honorable Guy Mitokwe, qui, dans une stratégie de campagne de proximité à Cotonou, disait que faisons tout pour bloquer Cotonou. Il dit, notre objectif, l'unique objectif que nous avons, c'est de bloquer Cotonou pour empêcher... Cotonou lui-même, il est candidat. D'accord, oui, nous sommes d'accord, mais quand il dit ça, le député, son mandat n'est pas que de la circonscription, c'est un mandat impératif, donc il parle pour tous les électeurs. Donc, quand les gens entendent que nous voulons bloquer Cotonou pour empêcher les autres d'avoir 10% au plan national, ils se disent que finalement ce parti n'a plus un objectif que de faire échec aux autres. D'accord. S'il avait un objectif... C'est comme ça que vous interprétez son message. C'est comme ça, moi j'interprète ça. Donc cela, c'est déjà une stratégie de communication qui a fait échouer le parti dans son élan. Vous avez trouvé de la maladresse dedans. Oui, il y a de la maladresse justement. Parce que le militant à la base se dira, mais donc vous nous avez embarqué dans une querelle de faire échec aux autres partis et non dans une querelle de trouver les moyens et de répondre à nos besoins. Parce que depuis 2018... Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie d'abord, écoute, on fait tomber les autres pour passer parce que les autres aussi travaillent à les faire tomber. Aristide, je ne sais pas si vous avez suivi seulement parce qu'il faut que j'ai la parole aussi. Je ne sais pas si Aristide a eu le temps de parcourir également peut-être les autres formations politiques dans leur opération de charme au profit des électeurs, mais vous entendrez la même chose. Moi, j'ai entendu dans une circonscription que je ne voudrais pas nommer, des candidats donc, qui ont demandé à leurs électeurs bloquons cette circonscription électorale. On a lu également au lendemain tel candidat quadrille, telle circonscription électorale. Souvent, c'est à la manchette des journaux. Et donc, il parle de Cotonou parce qu'il est dans la 16e, peut-être, ou dans la... Bon, lui, il est dans la 16e. Vous voyez? Et peut-être quelqu'un qui est dans la 4e, voilà, le même discours, il aura le même discours. Mais il finira par dire que nous avons besoin, parce que l'objectif, en tout cas pour ce que j'ai entendu, ils ont dit, puisqu'ils sont seuls, ils ne sont pas dans une coalition, nous voudrions avoir 80%. 80% dans les circonscriptions électorales. Alors, je reviens vers vous. Hein. On va évoluer dans nos discussions. Est-ce que la question de 20% n'a visiblement pas pesé sur le parti Les Démocrates, qui pourtant partait optimiste? On se souvient de cette portion de phrase du député Ali Orokoubou, n'est-ce pas, qui estimait que oui, avec la façon dont le code électoral est taillé en 2026 pour la 10e législature, on aura un parlement monocolore et que leur crainte, c'est que ce soit uniquement le parti Les Démocrates qui viennent à l'Assemblée. Justement, vous savez, à partir du moment où le parti sait que en faisant échec dans une seule circonscription aux autres partis politiques, ce sera une situation de blocage pour ces partis-là. C'est même chose à l'inverse. Moi, je n'ai pas entendu l'UPR ou le BR 10 là, comme le dit Robert Moui. Mais c'est possible. D'accord. Si à partir de cet instant, ça veut dire que tous les partis, y compris les démocrates, tout le monde est conscient que on ne peut pas aller à cette élection et réussir si un parti décide ne serait-ce de bloquer une seule circonscription électorale. Si vous êtes conscient de ce blocage et que vous en parlez à vos électeurs, pourquoi n'avoir pas au préalable pris le soin de créer un 4e bloc avec lequel vous allez aux élections pour pouvoir créer un accord, signer un accord de coalition parlementaire, multiplier les chances de trouver les 10% au plan national, et puis après maintenant de vous retrouver à combiner vos efforts, vos suffrages dans chaque institution pour avoir... Mais la loi ne fait pas obligation, ce n'est pas une obligation. Un impératif pour les partis politiques, c'est juste une option, une ouverture. Il a dit tantôt que il y a des gens qui continuent de croire que FCBE est toujours pour le président Yahi Boni. Donc, si on dans un reportage, nous avons découvert qu'il y en a qui pensent encore que c'est Boni Yahi le président de la République. Si on écarte FCBE, que le parti du président Yahi Boni soupçonne d'être un parti, un 3e pied des 2 blocs de la mouvance, d'accord. Si on écarte le parti, qu'est-ce qui les empêche, dans le cadre de concertation de l'opposition, de dégager, comme l'a dit Expérience Tébé, il ne l'a pas caché. Il a fait la proposition d'un 4e bloc
qui sera fait avec MPL, avec NFN de Apollinaire à Roland, et puis l'autre force de GSR. Qu'est-ce qui les a empêchés de créer ce quatrième bloc? Donc voilà ce qui a pour vous, le mouvement d'ensemble, la cohésion a posé problème et ça a pesé. Et ils étaient conscients que ça allait arriver. Oui. Parce que si l'UPR ou le BR décide de bloquer une seule circonscription électorale, ils savent qu'ils D'abord, le cadre de concertation, en fait, cette stratégie où se concentrer sur le cadre de concertation pour former une coalition ou un quatrième bloc, ça ne marchera pas. J'ai reçu Espérance Tébet. Vous comprenez? C'est-à-dire ça ne marchera pas parce que NFN avait également des ambitions. GSR avait des ambitions. Vous avez vu GSR qui a fait chaud. Donc, si le parti Les Démocrates devrait faire une coalition parlementaire, ce serait soit avec le BR, soit avec l'UP. Tout simplement. Parce que... attendez. Vous avez senti qu'il y avait suffisamment d'ambition que cette démarche n'allait pas prospérer. Non, parce que les démocrates estiment que c'est une opposition, c'est un parti d'opposition. Comment le parti d'opposition, en tout cas selon eux, comment le parti d'opposition pourrait se mettre en coalition parlementaire avec un parti donc de la mouvance. Donc, on se dit qu'il y a d'autres partis de l'opposition avec lesquels ils pouvaient également se mettre on ne va pas refaire le débat, mais vous avez entendu Alain Adéou à ce sujet. Il y avait des initiatives qui avaient été prises et donc qui n'ont pas prospéré, parce que le parti FCBE avait été appelé. Ça veut dire qu'ils ont eu des difficultés à se mettre ensemble, la cohésion. Le cadre de concertation a été mis en place. Le parti FCBE n'a pas voulu donc y adhérer. Maintenant, les autres partis dont vous parlez, est-ce que les autres partis ont déjà testé une fois une élection? Dites-moi. Dites-moi. Ce n'est pas le problème. Non, mais c'est ça. La preuve. Le parti FCBE a fait coalition. Le parti a eu 10% au plan national, même pas 5%. Donc, mais on aurait pu, on aurait pu peut-être tenter, n'est-ce pas, je dirais, ces questions d'accord, n'est-ce pas? Et cela, pour moi, en tant que journaliste et analyste politique, si le parti Les Démocrates devrait faire un accord parlementaire, ce sera avec le PR ou le BR. Parce que mais la loi n'interdit parce que ça ne marchera pas. Mais est-ce que est-ce que la loi interdit cela? Non, pas du tout. C'est ce que je dis. Mais le parti estime qu'il ne pourrait pas faire un accord de coalition parlementaire avec le PR ou le BR. Non, le fait que Aristide se concentre sur le cadre de concertation. Non, c'est son point de vue. Oui, puis bien évidemment. Mais il faut quand même avouer que aucun parti du cadre de concertation pourrait se mettre donc en accord avec le parti Les Démocrates et avoir impossible de se mettre ensemble. On évolue très rapidement, très rapidement. Il y a des circonscriptions électorales, n'est-ce pas, qui sont qualifiées comme les fiefs de l'opposition, mais là encore, les partis de la mouvance ont fait forte sensation. Comment on résume ça? Est-ce à dire que vraiment ces élections ont permis de savoir finalement qui est qui en termes, je dirais, d'ancrage sur le plan national? Comme je vous l'avais dit, c'est un parti qui a eu un quotient émotionnel du peuple suffisamment immense, mais qui n'a pas su le convertir. Et vous savez ce que Romuald Humoui dit. Moi, je vais être précis. Peut-être ça relève de la subjectivité quand vous dites que un parti ou l'autre n'est jamais allé aux élections et que le fait qu'ils ne sont jamais allés aux élections, s'ils se mettaient ensemble, ils ne pourront jamais atteindre les 10%. Ça, c'est pas comme ça. Ne soyons pas naïfs. Parce que vous n'avez aucun baromètre. Il faut une première mesurer. Il faut une première fois toujours. Il est surpris lui-même de voir la performance du Bloc républicain sur le terrain. C'est pas le même parti. Attendez, le Bloc républicain a eu le temps de se construire. Le Bloc républicain a disposé. Est-ce que vous voyez la construction des deux partis, UPR et BR? Vous savez combien de partis se sont regroupés? On se dit avec la difficulté, par exemple, je dirais, comment dire, de se mettre avec l'UP ou le BR. Pourquoi ne pas s'accommoder les partis de l'opposition? Parce qu'on dit en politique, les multiplications, les additions sont bienvenues. D'accord. Pour moi, je ne suis pas naïf et jusqu'à demain, je continuerai par dire le parti Les Démocrates, s'il se mettait avec MPL, excusez, Espérance Tébet, un ami, s'il se mettait avec NFN, on aura toujours le même résultat. On n'aura pas 20% de chaque circonscription électorale.
Le parti pourrait avoir donc Je ne sais 10%. pas dans quel Aujourd'hui, le parti a eu 16%. Mais le parti. Non, attendez. Effectivement, parce que Les partis. allez, ouvrez bien vos mails, je vais voir. Est-ce que vous n'avez pas une boule de cristal là? Non, mais Une boule de cristal. on parle de circonscription électorale, Ouais. chers amis. Et on connaît les partis dont on parle, bien évidemment. Alors, comment se fait-il, comment expérience vous expliquez, Robert Rouy, que dans des circonscriptions électorales, n'est-ce pas, qui sont qualifiées par le passé, n'est-ce pas, comme les fiefs du parti les démocrates, du parti de l'opposition, que ce soit les partis de la mouvance qui s'en vont faire forte sensation, parce que vous-même, vous Mais avez je l'avais reconnu dit. que le bloc républicain a fait forte sensation dans certaines circonscriptions. Tout à fait, parce que le bloc républicain Oui. a pris le temps de construire, Oui. de se renforcer. Oui. Le bloc républicain, le discours, si vous suivez un peu la campagne du bloc républicain, vous allez voir que le discours a changé. D'accord. La stratégie a changé. On n'est plus Donc, dans... un quatrième bloc ne pouvait pas faire ça. Vous ne voyez pas, Oui. vous tenez quand même à votre quatrième bloc. Et qu'avec les autres soutiens, n'est-ce pas, aux côtés du parti les démocrates, on ne pouvait pas mettre les partis de la mouvance en difficulté. Mais les partis dont vous parlez ont quel ancrage? S'il vous plaît. Oui. Les partis Il faut dont toujours un vous parlez- premier exercice. pour Bon, s'évaluer. d'accord, un Il faut premier toujours exercice qui ne pour pourra pas s'évaluer. vous permettre d'avoir 20% dans chaque circonscription. Et puis, vous allez vous retrouver- Robert Rouy, merci beaucoup. Aristide Merci à Kanoussou, merci beaucoup. Merci pour vos analyses. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. J'ai senti que vous avez beaucoup de choses à Ah dire oui, sur cette suffisamment. thématique. Tout à fait. On va y revenir. Ne vous en faites pas. La prochaine rencontre, ce sera demain à 20h en direct. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion autour de 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.